On est très très loin de ce que peut faire un Nvidia, un Microsoft, un Meta, qui sont des business qui sont très très software et qui ont une croissance complètement dingue. Donc faire de la tech en Europe, franchement, et je le dis en tant qu'Européen très fier, c'est quand même pas la meilleure idée parce que tout simplement notre tech n'est pas à la hauteur. Aujourd'hui, c'est vraiment aux États-Unis que ça se passe, c'est aux États-Unis que se crée la richesse. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, je vous emmène en agence bancaire avec un conseiller patrimonial et du coup, j'ai mis ma plus belle chemise. C'est parti. Notre chargé de clientèle en banque qui a un patrimoine brut de 146 500 euros, patrimoine net 94 500 euros. Et là, on voit déjà une écrasante part d'immobilier, 78%. Donc là, sans avoir plus de détails, je dirais que c'est sa résidence principale. 30 000 euros de cash sur des livrets. Et ensuite, le reste, je dirais que c'est du compte d'investissement et peut-être un peu d'autres choses. On va voir. Profil, concubinage, 26 ans, gestionnaire de clientèle bancaire. Salaire de 2200 euros par mois. J'ai eu besoin d'un déclic pour commencer à investir en bourse passivement. J'investis donc petit à petit depuis mes livrets. Bon là, j'avoue que c'est quand même assez intéressant. La personne travaille en banque et nous dit qu'elle a eu besoin d'un déclic pour commencer à investir. Donc on est vraiment dans le scénario des cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Mais en tout cas, bravo d'avoir eu ce déclic. L'important, c'est pas l'important, c'est de commencer. Tout simplement, c'est de se lancer. C'est ça le plus dur. Après, une fois qu'on a enclenché la machine, on peut commencer à mettre en place des choses. Objectif, atteindre un capital de 250 000 euros sur mon PEA, versement compris, d'ici 10 ans. Donc il veut que son PEA fasse 250 000 euros. Je vois souvent la question du PEA par rapport au plafond. On me dit, oui mais attendez, le PEA, on peut que verser 150 000 euros dessus. Est-ce que ça veut dire que la valeur est capée à 150 000 euros? Non, on peut verser 150 000 euros par personne, enfin si on est en célibataire. Et ensuite, le PEA peut grossir bien plus. C'est-à-dire que là, il peut tout à fait verser 150 000 et atteindre 250 000. Stratégie, il nous a envoyé un cash flow, on va le regarder. J'applique un DCA sur mon PEA, je n'ai pas encore trouvé les ETF définitifs pour commencer les intérêts composés. Alors je t'arrête, je pense que c'est important de le signaler, il n'y a pas d'ETF pour les intérêts composés. Les intérêts composés, c'est simplement un phénomène, en fait, c'est une propriété mathématique qui va dire que si le capital on commence en année 0, on a 10, en année 1, on fait plus 10, on se retrouve donc à 11, on va tout simplement ajouter de la performance sur les 11. Donc c'est tout simplement ça, il n'y a pas d'ETF intérêt composé. Un ETF qui permet d'automatiser la génération d'intérêts composés, c'est un ETF qui est accumulant, c'est-à-dire que en fait, il ne va pas redistribuer les dividendes que les sociétés qui sont contenues dans l'ETF versent, il va les réinvestir dans la valeur de la part. Donc ça, c'est l'inverse d'un ETF distribuant qui, lui, va vous verser le dividende. Donc ça, c'est génial, vous allez générer un revenu passif. Par contre, si vous voulez réinvestir, ça va vous demander une action de votre part, ça va aussi engendrer des frais. Il n'y aura pas de fiscalité dans le PEA, mais typiquement, si c'était dans un compte titre, il y aurait une fiscalité. Je reviens à ton profil. J'ai été assez indécis et acheté-vendu pas mal de fois en 2023. Pas bon pour la perf et je me pose beaucoup de questions sur les ETF à choisir. Alors, pas bon pour la perf, oui, déjà parce qu'il y a des frais de transaction. Ça, c'est vraiment important. Donc, on va regarder chez qui tu as ton PEA, mais à chaque fois qu'on achète et qu'on vend, il y a des frais. Moi, je parle tout le temps des frais sur le fonds, mais pour acheter et vendre le fonds, évidemment, vous allez aussi payer le courtier parce que lui, il vous rend un service. Donc, plus vous tradez, plus vous engendrez de coûts, plus vous allez venir diminuer la perf. Donc, n'oubliez pas ça. J'ai mis ma RP en LMNP, loueur meublé non professionnel, pas de gros cash flow car j'y ai habité et j'ai préféré mettre le prix dans les travaux. Elle est en vente actuellement, plus-value plus amortissement égale 30K. L'objectif est de refaire un projet immobilier plus intéressant. Alors là, c'est intéressant, c'est un très bon exemple qui illustre bien que l'immobilier, ce qu'on appelle de jouissance, c'est-à-dire l'endroit où on va vivre, l'endroit où les endroits dont on va profiter à titre personnel, c'est pas du tout la même chose que de faire de l'immobilier locatif. Quand on achète un bien pour y vivre, on se fait plaisir, on va mettre du super matériel, on va mettre la rénovation dont on rêve. Quand on achète pour faire du locatif, on va investir de façon maligne pour maximiser le rendement. Et vraiment, l'erreur de base, c'est de vouloir acheter un bien locatif dans lequel on se projette. Ça n'a aucune importance de savoir si oui ou non vous voulez y vivre. Ce qui compte, c'est est-ce que votre cible de clientèle, de locataire, a elle envie d'y vivre pour le prix que vous comptez proposer. Si la réponse est oui, c'est que vous avez un bon bien. Donc c'est important de séparer les deux. Donc là, on va voir déjà si tu fais une bonne opération. Mais a priori, tu as décidé de liquider ce bien immobilier pour faire une autre opération. Et petit à petit, afin de garder seulement un matelas de sécurité approximativement
10K. Donc là, on voit que tu es sur un profil plutôt prudent parce que tu as 2200 € de salaire. Donc tu prévois, j'imagine que tu dépenses pas tout, mais bon, on va dire que tu dépenses 2000 € sur les 2200, et peut-être un peu moins parce que je ne sais pas si c'est du brut ou du net. Mais donc tu prévois entre 4 et 5 mois de matelas de sécurité. Ok. Question, comment optimiser et être sûr de mes choix d'ETF? Mon choix actuel te paraît-il cohérent? À noter que j'ai une conviction pour la tech. Très bien. L'objectif de 250K sur mon PEA d'ici 10 ans est-il réalisable? On découvre son profil. Comme ce membre Finari, vous êtes nombreux à vous demander s'il faut plutôt investir dans tel ETF ou si telle SCPI est vraiment pertinente. Du coup, on a quelque chose de vraiment intéressant sur le web et sur l'app qui va vous aider. Ça s'appelle les investissements populaires et ça va vous permettre de voir dans quoi la communauté Finari investit. Et donc, c'est génial parce que vous avez différentes catégories, ETF, actions, crypto, SCPI. Donc là, si je regarde par exemple les ETF, je vois que l'ETF le plus populaire dans la communauté Finari, c'est actuellement l'Amundi MSCI World, avec quand même 7% de l'entièreté de nos utilisateurs qui l'ont dans leur portefeuille. D'ailleurs, moi, ici, j'ai cet ETF dans mon portefeuille et du coup, on voit que je le détiens. Et ensuite, on voit que le deuxième, c'est un MSCI World aussi, qui est dans un PEA, le troisième aussi, et on peut voir la suite. On peut aussi avoir la même chose sur les actions. L'action la plus populaire, c'est Total, mais aussi sur les cryptos et les SCPI. Et donc ça, ce que ça va vous permettre, c'est de voir en fait ce que font les autres et de vous en inspirer pour trouver des bonnes idées d'investissement. Parce qu'encore une fois, notre communauté, elle a 250 000 membres, donc vous avez beaucoup de très bons investisseurs qui font des choix raisonnés et raisonnables. Vous pouvez avoir ça sur web, sur app, vous vous inscrivez sur finari.com, vous téléchargez l'appli et vous avez accès aux investissements les plus populaires. On retourne à la vidéo. On va regarder tout de suite ce qu'il y a dans le patrimoine, enfin ce qu'il y a dans le portefeuille. On a vu l'appartement. Donc ça, c'est sa fameuse RP. Il y a une plus-value sympa à la clé. Il a remboursé 18% du prêt, mais il nous dit qu'il est en train de vendre. Alors, est-ce que c'est un bon marché pour vendre son bien immobilier? Je ne sais pas. C'est assez difficile en ce moment. Alors, ça dépend vraiment de la typologie du bien. Ça dépend de la zone, ça dépend de plein de facteurs. Maintenant, le prix au mètre carré me semble quand même très bas. Donc, a priori, c'est une zone où il n'y a pas beaucoup de tension. Voilà, c'est pas non plus un gros achat pour un investisseur, donc peut-être que ça se vendra plus facilement. On voyait que ici sur son bien locatif, il était quand même en cash flow positif, donc ça c'est sympa. Mais il a raison, un bien de jouissance comme une résidence principale n'est pas vraiment un investissement locatif idéal. Donc vaut mieux repartir sur une autre opération pour acheter un bien qui est vraiment dédié à ça. Typiquement, faire un bien qui peut se transformer en colocation, ou acheter plusieurs petits lots qu'on peut louer et qui sont vraiment optimisés. Plus les surfaces sont petites, plus c'est rentable généralement. On passe, les livrets, ça on l'a vu, 30 000 €, c'est évidemment beaucoup, c'est bien parce que ça rassure, mais c'est beaucoup parce qu'il y a de l'inflation, donc on perd du pouvoir d'achat. Du coup, tu voulais savoir si tu as les bons ETF. Alors déjà, on voit que tu as très peu de frais, 0,16%, donc ça c'est top. On voit que tu es quand même très exposé aux États-Unis. Si on regarde les secteurs, tu vois, tu disais que tu avais une appétence pour la tech, tu es plutôt tech, donc ça c'est une bonne nouvelle. Pas de dividendes, donc c'est des ETF capitalisants ici. Ils ne distribuent pas, donc c'est les fameux... Donc là, c'est un ETF qui est bon pour les intérêts composés. Maintenant, je me suis amusé à faire quelque chose, c'est qu'en fait, tu as un ETF S&P 500, tu as un ETF Nasdaq. Donc je me suis amusé à comparer la composition du Nasdaq 100 avec celle du S&P 500. Et tu vas voir que c'est assez intéressant. Donc là, je suis simplement allé voir le reporting mensuel de tes deux ETF sur le site de l'émetteur, donc Amundi. Tu peux le voir, c'est en libre accès. Et donc, en regardant les principales lignes, on voit que la principale ligne du S&P 500, la plus grosse capi, c'est Microsoft, suivi de Apple, Amazon, Nvidia, etc. Si je prends le même document sur le Nasdaq 100, on voit que il y a Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta. Alors après, il y a un peu d'autres noms qui apparaissent. Mais tu vois ce que je veux te montrer. En fait, il y a quand même un énorme overlap, excusez-moi l'anglicisme, entre les deux. Ça, c'est quand même quelque chose à garder en tête. Quel est l'intérêt d'avoir les deux en parallèle? C'est vrai que la performance du Nasdaq est très différente du S&P 500. Je vais vous montrer dans un instant que la trajectoire est vraiment pas la même. Par contre, il faut avoir conscience qu'on s'expose aux mêmes sociétés via les deux. Donc, il y a peut-être quelque chose de différent à faire. Maintenant, tu as aussi deux ETF Eurostoxx 600. L'Eurostoxx 600, c'est simplement les 600 plus grosses entreprises européennes par capitalisation boursière. Tu en as un qui est classique chez BNP et tu en as un qui est chez Lyxor qui est tech.
Donc là aussi, encore une fois, j'ai pris le reporting mensuel et j'ai regardé la composition. Et là, moi, ce qui me surprend, enfin ça ne me surprend pas parce que je le savais, mais en fait c'est quand même assez intéressant, c'est que la tech au sens européen, ça n'a rien à voir avec la tech américaine. Donc là, on va regarder par exemple la plus grosse composition de l'indice, c'est ASML. ASML, ils font des machines pour des semi-conducteurs, donc c'est vraiment du matériel. Ensuite, il y a SAP qui est un éditeur de logiciels, il y a Capgemini, il y a Dassault. Alors Dassault, c'est une super boîte. Toutes les boîtes que je cite là sont des boîtes magnifiques, mais pour moi, c'est des boîtes industrielles avec une composante technologique évidente. Mais on est très très loin de ce que peut faire un Nvidia, un Microsoft, un Meta, qui sont des business qui sont très très software et qui ont une croissance complètement dingue. Donc faire de la tech en Europe, franchement, et je le dis en tant qu'Européen très fier, c'est quand même pas la meilleure idée parce que tout simplement notre tech n'est pas à la hauteur. Aujourd'hui, c'est vraiment aux États-Unis que ça se passe, c'est aux États-Unis que se crée la richesse. Donc je pense que tu pourrais effectivement simplifier et pour être vraiment audacieux, tu vois, si tu es vraiment quelqu'un qui croit en la tech, pourquoi pas avoir plus de Nasdaq que de S&P 500. Et là, je t'ai mis la performance en bleu clair du Nasdaq et en orange du S&P 500. Donc j'ai pris l'horizon le plus long que j'avais, parce que le Nasdaq, en tout cas la TradingView a la data depuis à peu près 95. Donc tu vois que le Nasdaq explose le S&P 500. Si je zoome un peu plus, par exemple, on va faire à partir de la crise de 2008, qui a été vraiment une crise énorme. On voit que c'est à peu près pareil. Si on zoome encore plus, peut-être qu'on va dire sur les 5 dernières années, c'est pareil, en fait, le Nasdaq surperforme. Donc le Nasdaq, c'est vraiment que des sociétés de croissance. Certaines versent des dividendes comme Apple ou Microsoft, mais c'est vraiment des sociétés qui vont croître très fortement là, parce qu'elles réinvestissent dans la R&D. Dans le S&P 500, il y a évidemment beaucoup de sociétés qui sont déjà matures, donc elles vont plutôt distribuer du dividende ou racheter leurs propres titres parce qu'elles sont en milieu, voire en fin de cycle en termes de produits. Donc, si on voulait vraiment être très très axé tech, pourquoi pas prendre plus de Nasdaq que de S&P 500. Attention quand même, le risque est bien plus élevé. Donc tu vois que, par exemple, au moment du Covid, le Nasdaq a beaucoup plus chuté que le S&P 500. Même après, il y a eu une chute beaucoup plus forte. Maintenant, la tech, c'est vraiment extrême dans un sens comme dans l'autre. Donc il y a une grosse chute de la tech. La tech est revenue très fort. On est quasiment déjà au plus haut historique, alors qu'on a perdu ici un sacré paquet de pourcents. Donc c'est à toi de voir. Je pense que tu n'as certainement pas besoin d'avoir un Eurostoxx 600 et un Eurostoxx 600 Tech. Ça, tu peux simplifier. J'éviterai aussi de faire des allers-retours et de trader parce qu'en fait, tu vas juste perdre des frais. Ça, c'est garanti. Donc, je me concentrerai sur quelques positions, sur peut-être 3 positions. Et j'envisagerai de surpondérer le Nasdaq pour vraiment jouer la carte tech si c'est ton appétence et si tu es prêt à accepter les risques associés. Et aussi, ça je le dis jamais assez, c'est pas parce que le Nasdaq a surperformé le S&P par le passé que ça va continuer dans le futur. La deuxième question que tu avais, c'était est-ce que tu peux atteindre 250 000 euros sur ton PEA dans 10 ans? Et là, le verdict, il est vraiment clair et net, c'est non. C'est non parce que donc, j'ai pris ton patrimoine financier actuel, 3 000 euros, j'ai mis tout en bourse. Donc en regardant ton cash flow, on voit que tu as investi 300 euros en actions, ce qui nous fait 3 600 euros à l'année. On va indiquer ça. Tu vas tout mettre en bourse. On va dire tu voulais atteindre cet objectif d'ici 10 ans. On a mis un rendement bourse à 10% pour vraiment essayer de gonfler le rendement, mais sache que le rendement historique est plutôt aux alentours de 7-8% avant inflation. Donc là, on est quand même très généreux. On va le laisser quand même pour découvrir. Et on voit que tu arrives à peine à 52 000 euros, ce qui est quand même un très beau capital, mais tu es très 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 loin de 250 000 euros. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on prend une partie de tes livrets? On le rappelle, tu avais 30 000 euros, tu veux garder 10 000 euros de matelas de sécurité, donc on va dire que tu réinvestis tout maintenant, enfin les 20 000 euros, tu les mets maintenant, et donc tu passes à 23 000 euros de capital initial, et tu continues d'investir, hop, ça a bougé, 3 600. Ça ne change pas vraiment l'équation parce que tout simplement, tu n'as pas assez de temps pour faire jouer les fameux intérêts composés. Qu'est-ce qui se passe si par exemple tu mets 25 ans? Voilà, bon là c'est déjà plus parlant, tu atteins les 300 000 euros et je pense que tu vas les atteindre en 23 ans avec un rendement quand même à 10%. Attention, c'est vraiment très élevé.
tu atteindrais les 250 000 euros. Donc, est-ce que tu vas les atteindre en 10 ans? Franchement, c'est très improbable si on en croit le rendement historique du marché. Qu'est-ce que tu peux faire pour accélérer ça? Tu peux tout simplement investir une partie de tes livrets et ou augmenter ton investissement mensuel. Maintenant, est-ce que tu peux investir plus tous les mois? Je ne sais pas. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ton cash flow, c'est que tu investis 100 euros dans les 20 par mois. Peut-être que ces 100 euros-là, tu pourrais les réinvestir dans la bourse. Est-ce que ça va faire une différence fondamentale? Ça fait toujours 1200 euros de plus à l'année. Donc, c'est quand même bon à prendre. Moi, je pense qu'il ne faut pas se priver de ça. Et tu vois que, si on revient sur les fameuses 10 années, on dépasse déjà les 100 000 euros. Donc là, il y a déjà quelque chose d'intéressant. Maintenant, encore une fois, ça ne sera pas possible en 10 ans, sauf si tu arrives à significativement augmenter ton salaire et investir beaucoup plus tous les mois. Ou alors, dernière option, investir l'ensemble du produit que tu vas générer avec la vente de ton bien immobilier en actions. Mais bon, ça, c'est vraiment un risque qui est important. Donc, c'est à toi de voir si tu es prêt à le prendre. En tout cas, bravo d'avoir pris tes finances en main. Bravo aussi d'avoir mis en place des choses. On voit que tu as fait t'as pris des bonnes décisions, tu as fait des erreurs aussi. Mais en tout cas, tu as conscience que c'est important et tu as envie d'atteindre un objectif ambitieux. Donc, bravo. J'espère que ça t'a aidé. J'espère aussi que ça vous a aidé. Si vous voulez que j'analyse votre patrimoine, le lien est dans la description. Vous remplissez le formulaire et je fais une analyse comme celle-ci tous les dimanches. Je vous souhaite des bons investissements et je vous dis à très vite. Salut.